Autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Dans ce nouvel épisode de Autour d'un pancake, on reçoit un homme qui a les mains dans la terre mais la tête dans les arbres. Stéphane Krebs est maître paysagiste, héritier de 4 générations de passion verte, auteur de livres où les arbres sont presque des super-héros. Et avec lui, on va parler de jardin, de nature, peut-être même de magie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Votre famille est dans le domaine du paysagisme depuis 1937. Qu'est-ce que ça représente pour vous de porter cet héritage ? J'ai dit 4 générations, c'est beaucoup. C'est une 4e qui se prépare. Mais effectivement, c'est un héritage de 4 générations parce qu'on apprend aussi de son fils, des réflexions qui se fait, de sa vision du futur. Et du coup, effectivement, c'est un héritage de 4 générations à la 3e génération que je représente. Et au final, c'est le reflet d'une transmission d'un savoir, du savoir ancien, de l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel à pouvoir vivre et surtout pouvoir le transmettre à son fils et aussi en faire profiter, partager de cette expérience avec nos clients et les solutions qu'ils doivent trouver pour leur jardin. La transmission, c'est quelque chose qui est très important. On va y revenir. Avec vous avez écrit des livres également. Il y a vraiment cette soif de transmettre. Vous transmettez, mais vous avez reçu également. Si vous repensez à votre enfance, c'était comment ? Vous vous baigniez déjà dans ce monde des arbres ? Alors, je baignais dans l'univers des jardins, dans le monde des arbres. Ma grand-mère, qui était couturière, connaissait les plantes avec leur nom latin. Elle me les apprenait. On allait sur les quais à Montreux. Elle me ramenait des nouveaux noms de ses voyages. Donc, c'était un vrai partage. Et puis mon papa qui m'a fait apprendre la nature dans la forêt et aussi dans les jardins. Toutes les petites subtilités, les choses qu'on voit pas, l'invisible qu'on découvre, etc. Donc devenir paysagiste, pour vous, c'était presque une évidence. Il n'y avait pas vraiment de questions là autour ? Si, il y a eu des vraies questions. Moi, j'aime forcément les arbres, mais le bois, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, les animaux, entre autres. Et du coup, à un moment donné, il faut choisir, il faut essayer, il faut tester. Et puis, mes parents n'ont jamais été directifs par rapport à tu feras ça. Donc, en fait, j'ai fait tous mes stages et puis après, j'ai décidé de faire paysagiste. Et vous avez quand même amené votre propre touche, parce que j'imagine que oui, l'héritage familial fait que vous aviez une base, mais est-ce que vous avez amené quelque chose de nouveau dans votre génération au sein de cette entreprise ? Oui, alors forcément, chaque génération apporte déjà les attentes de sa génération de parcours d'entreprise. Mon grand-père a répondu aux besoins de ses clients depuis 1937. Mon papa, dans les années 70 à 2000, et puis moi après. Donc, les attentes des gens sont différentes, les besoins sont différents, et du coup, forcément, on suit cette évolution, et on peut aussi exprimer les choses aux clients, puis partager. Là, actuellement, on sensibilise très fortement nos clients au fait d'apporter un peu de biodiversité, plus de biodiversité dans le jardin, sans déstructurer leur jardin, sans devoir refaire tout leur jardin. Et il y a une bonne écoute avec ça, et ça, c'est intéressant. Et puis d'implémenter aussi les styles de jardin plus naturels où la biodiversité est intégrée dans le concept du jardin quand on fait toute une partie du jardin. Aujourd'hui, on parle aussi d'écologie. Beaucoup, vous l'avez dit, votre fils a une approche encore un petit peu différente de laquelle vous apprenez. Quand on parle de paysagisme, aujourd'hui, l'écologie fait partie intégrante des discussions ? L'écologie a toujours fait partie. Depuis je dis 1937, mais déjà bien au-delà, bien avant. C'était simplement évoqué différemment, il y avait une prise de conscience qui était différente, il y avait des besoins qui étaient différents. Vous imaginez, au milieu du siècle passé, les besoins en nourriture, en loisirs. Alors en nourriture étaient les mêmes, puis en loisirs, ils étaient moins là. Alors que maintenant, on parle beaucoup plus de vacances. À l'époque, c'était plus le jardin, plus la campagne, plus le travail aussi. Donc, les besoins étaient différents. Et l'écologie, l'environnement, moi, je préfère parler de notre environnement, parce qu'un environnement, l'homme l'a toujours eu. L'homme avec le grand H, je précise. L'a toujours eu. Il y avait toujours à côté de lui un champ, un jardin, un arbre, et il l'a toujours eu. Donc, du coup, oui, l'écologie fait partie intégrante de l'être humain. C'est transversal à tout. Vous avez parlé d'une part d'invisible tout à l'heure. Vous avez consacré plusieurs ouvrages, Stéphane Krebs, aux arbres. Qu'est-ce qui vous fascine chez les arbres ? C'est inconnu. C'est l'inconnu.
Vous avez des étapes de vie, et puis une des étapes que je décris dans le livre, c'est qu'à un moment donné, vous avez votre enfance. Alors, moi, j'ai partagé avec les arbres, avec la nature, mes copains d'école. Et puis, à un moment donné, vous devez choisir un métier. Moi, j'ai fait l'école d'horticulture à Genève. Et on vous apprend des choses, vous apprenez plein de choses. C'est super, c'est magnifique. Et puis après, vous rentrez dans la vie professionnelle, vous apprenez encore des compléments, des choses. Vous faites un brevet, une maîtrise. Puis à un moment donné, vous dites, je sais tout. On ne dit jamais vraiment ça, et à un moment donné, vous n'arrivez pas à mettre en lien ce que vous avez vécu dans votre enfance. Est-ce que vous êtes arrivé, vous dites, il manque un truc, quoi. Alors, c'est un peu philosophique, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que il faut remettre les choses un peu en lien avec tout ça. Je m'exprime un petit peu différemment. C'est les certitudes. Il y a des choses, on dit, voilà, on a pris ça comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais si vous regardez un peu dans l'histoire de l'homme, et même pas si vieux que ça, il y a quelques centaines d'années, on a hélas brûlé des gens parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. Et le futur leur a donné raison, mais à un moment donné, c'était à l'encontre de tout. Donc il faut faire très attention avec ces certitudes qu'on a, parce que c'est pas ce qu'on sait le danger, c'est ce qu'on sait pas. Et on peut faire des erreurs par le fait qu'on ne sait pas. Et moi, avec les arbres, c'est ça qui me fascine, c'est que finalement, même si on a l'impression de connaître beaucoup de choses, il y a toujours tellement de choses à découvrir. Et on découvre tout le temps. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur les arbres ? Oui, bien sûr. Quoi, par exemple ? Je ne peux pas vous dire, on ne les sait pas. Il y a tellement de choses. Mais je prends l'histoire dramatique, d'ailleurs, des koudous. C'est une gazelle à cornes torsadées d'Afrique du Sud. L'histoire se passe au début des années 90 dans le Transvaal. Donc c'est une région d'Afrique du Sud. Et là, les koudous mouraient par milliers. Et puis, ils cherchaient pourquoi. C'était un vrai problème économique, parce que c'était non seulement élevé, mais c'était aussi pour le tourisme. Et ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé. En fait, ils ont engagé des énormes moyens pour découvrir pourquoi ils mouraient. Mais c'est grâce à ces moyens qui ont été développés qu'on a découvert scientifiquement la communication entre les arbres. Donc, c'est parce qu'il y a eu des problèmes économiques, qu'il y a des moyens et des ressources qui ont été investis, qu'on a fait une découverte sur les arbres. Alors, c'est un peu triste de devoir en arriver là, mais actuellement, c'est encore ça. Il y a peu d'investissements dans la recherche sur les arbres. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu, proportionnellement. Donc, les arbres communiquent entre eux ? Oui. C'est une communication... Alors, il y a plusieurs facettes à leur communication. La première, c'est deux arbres de même essence qui ont les racines qui se soudent, qui s'entremêlent. Et ça, on a prouvé qu'il y avait des éléments minéraux, qu'il y avait des signaux électriques qui passaient de l'un à l'autre, des éléments chimiques aussi. Ensuite, quand vous avez des essences qui ne sont pas les mêmes, mais aussi avec les mêmes essences, mais où les racines ne se nouent pas, ça passe par les mycorhizes, les petits filaments blancs que vous avez dans le sol forestier quand vous le gratouillez. Et puis, en l'occurrence, ce qui a été démontré, mis en évidence pour la première fois en Afrique du Sud, c'est que les arbres qui souffrent émettent des composés organiques volatiles, c'est un peu comme des huiles essentielles, dans l'atmosphère, donc des odeurs, et leurs congénères captent ces odeurs et ça leur donne une information. En l'occurrence, pour les koudous, c'était des acacias, et quand les koudous les mangeaient trop, les acacias créaient des composés organiques volatiles, les diffusaient, et l'autre arbre à quelques centaines ou plusieurs kilomètres plus loin, captait ça, il dit « Ah, j'ai mon collègue là-bas, il est en train de se faire brouter, donc il faut que je réagisse. » Et ils réagissent. En fait, ils réagissaient en se faisant brouter, en montant leur taux de tanin, puis ça empoisonnait les koudous. Et du coup, à distance, l'autre, il dit « Ah, mon collègue, il a un problème, donc je monte mes taux de tanin par anticipation, parce qu'à la base, le tanin, c'est amer, c'est toxique, donc quand les acacias montaient leur taux de tanin, les koudous ne mangeaient pas. Le problème là, c'est qu'ils les mangeaient. Ils les mangeaient vraiment. Et donc, ils s'auto-empoisonnaient. C'est incroyable. Parce que c'est quelque chose... Alors, je dis ça comme ça, mais je pense qu'on est plusieurs à pas imaginer que, justement, les arbres puissent communiquer. On voit l'arbre planté comme... Alors, l'arbre peut avoir cet effet thérapeutique, hein, de plus en plus. On parle de personnes qui font des câlins aux arbres. On sent qu'il y a quelque chose. Ils sont aussi le témoin, hein, de certaines choses. Mais le fait qu'ils puissent communiquer entre eux, c'est assez incroyable. Pourquoi ? Parce qu'on l'imagine pas. On imagine que l'arbre... Parce qu'on le savait pas. Voilà, exactement. Parce qu'on le savait pas. Mais quand on le sait maintenant, on se dit, ah ben, ouais. Si vous demandez, aux écoles du village chez moi, je donne une sensibilisation par rapport à toutes
cet aspect arbre pendant 2 périodes. Vous discutez avec les enfants de 7-8 ans, ils savent tous que les arbres communiquent. Hein. C'est acquis pour eux. Hein. C'est des êtres vivants finalement, ils font partie d'un écosystème vivant, donc ça paraît normal en effet qu'ils puissent communiquer entre eux. C'est plus que des êtres vivants. C'est les êtres les plus vieux qui vivent sur Terre actuellement. Hein. Il y a un cyprès de Patagonie qui a plus de 5400 ans, vivant, donc non cloné, et puis donc un arbre de semis, si j'ose, multiplication sexuée, et puis de multiplication asexuée type bouture ou drageonnage. La colonie de Pando est estimée à 40 à 50 000 ans, hein, avec le même ADN. Hein, avec le même ADN. Donc ils ont une expérience de vie sur Terre qui est incroyablement plus longue que nous par individu. Et si on regarde l'arbonité dans sa globalité, l'humanité, c'est en gros 200 000 ans, le premier homme moderne sur Terre, et les arbres, c'est 350 millions d'années, l'arbre moderne. Donc, c'est 350 millions d'années d'expérience de vie sur Terre, plus que nous. Et donc on a de quoi apprendre de eux aussi. Oui, mais très largement. On sent cette fascination chez vous, Stéphane Krebs. Du reste, dans votre livre « Les bienfaits magiques des arbres », vous parlez d'une dimension presque spirituelle en lien avec les arbres. Je dis presque, est-ce qu'on peut dire que c'est une véritable dimension spirituelle avec les arbres ? Alors la question de la spiritualité, c'est une mauvaise question à me poser. Par contre, effectivement, si on parle de lien particulier avec les arbres, si on parle de connexion entre la terre et le ciel, l'arbre et ce lien, l'univers nous envoie des ondes qu'on n'a pas encore la maîtrise de tout. Les arbres les captent, on le sait, servent comme antenne, comme parabole, émetteur-récepteur. Ça c'est certain. Par contre, de là à dire que c'est spirituel sur le sens religion, je ne peux pas vous dire. On peut se connecter à l'univers. Beaucoup de thérapeutes disent qu'on doit s'enraciner, on doit faire appel à nos racines. On revient à cette symbolique de l'arbre et ses racines. Oui, bien sûr. L'arbre, c'est le plus grand être vivant sur Terre. Le plus haut, le plus grand, tout ce qu'on veut. Et en fait, ses racines sont ancrées dans le sol, et dans l'air, dans l'atmosphère, c'est sa couronne. Et ça fait le lien. Et vous connaissez l'effet de pointe, pourquoi l'orage tombe sur les arbres, sur les clochers, sur le paysan qui est sur son char avec une fourche. C'est exactement ça, c'est un effet de pointe, donc ça attire les énergies et ça les rediffuse dans le sol. Et l'effet foudre qui tombe sur l'arbre et qui la diffuse, ça c'est très représentatif, mais ça se passe également à plus petite échelle, à des micro-échelles. D'ailleurs, on a mesuré des taux électriques dans l'arbre. Pas suffisant pour charger votre Natel, je vous rassure, mais c'est mesurable, facilement. C'est très intéressant et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est aussi des faits qui sont scientifiques. Pour tous les gens qui seront un peu sceptiques à cette idée-là, ce que vous nous dites là c'est des choses qui sont prouvées, c'est des faits, c'est quelque chose qui existe vraiment. Oui, absolument. Oui. Oui. Ça c'est bien. Autrement, après je parle aussi de choses qu'on ne sait pas, mais les anciens, mais les très anciens, ils savaient des choses que nous on n'avait pas et qu'on ne sait pas. Mais tout simplement parce que dernièrement, il y a eu la lune rouge, la lune de sang. Les anciens, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient le soir autour du feu, et puis voilà, puis ils regardaient les étoiles. Et ils n'avaient que ça à faire. Je caricature un peu la chose, mais ils prenaient des repères, ils regardaient, ils observaient la nature, ils étaient beaucoup plus observateurs pour voir toutes ces petites choses. Et en fait, quand on observe régulièrement quelque chose, on peut voir des différences. Mais si on regarde juste une fois comme ça, on n'arrive pas à se rendre compte des différences. Et pour les arbres, c'est la même chose. Vous imaginez l'arbre immortel du village il y a 5000 ans. Tout le village était autour de cet arbre, il était immortel parce que tout le monde l'avait vu. Même les plus anciens, il était déjà là. Et les plus anciens disaient qu'à leur époque, les plus anciens disaient la même chose, etc. Donc, il est immortel et il va continuer, il va perdurer parce qu'il est là. Et tous les jours, les gens regardaient cet arbre. Et du coup, ils observaient à le voir, à le percevoir, à regarder, des ressentis. Ils vivaient à côté. Et du coup, ils avaient beaucoup plus de savoir sur les arbres que nous parce que simplement, ils étaient là tous les jours devant chez eux et ils le regardaient. Et des fois, vous entendez des gens qui sont dans leur appartement ou leur maison qui disent « Mais cet arbre,
je suis connecté à lui, je vois que mais il le voit tous les jours, il vibre avec, chaque fois qu'il y a un orage, chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, chaque fois qu'il y a un parasite qui vient, il le voit et puis il le ressent, il dit là il y a un truc qui va pas quoi. Il le ressent du premier coup d'œil parce qu'ils vivent avec tous les jours. Et donc, dans votre livre, Entre science et magie, les arbres connectés, vous parlez aussi d'une nouvelle technologie qui permet maintenant de surveiller les arbres à distance par rapport à leur santé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un dispositif qui est non intrusif, qu'on met autour du tronc comme une montre, et qui permet de percevoir l'imperceptible, de rendre visible l'invisible. Sur le plan de la stabilité, donc la statique de l'arbre, et puis de sa physiologie. Alors, c'est quelque chose de très scientifique, ça a été validé, reconnu, on a des brevets qui sont déposés dessus. L'idée, c'était justement ça, c'était d'avoir l'arbre en observation permanente pour découvrir des choses. On en a découvert. L'arbre, même immobile, bouge tout le temps. En permanence, il bouge, mais c'est tellement faible qu'on ne le voit pas. Est-ce qu'il y a des cycles, des choses, c'est tout ça qu'il faudra apprendre. Certains chercheurs disaient, mais c'est très semblable à l'appareil de rayon X quand il a été découvert. Les gens disent, ouais, on voit à travers le corps humain. Mais on a de la peine à percevoir toutes les avancées au niveau de la médecine que ça procurait encore de nos jours. Donc c'était l'élément déclencheur. Alors, il faut rester humble et puis pas trop se prendre la tête, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. On a l'appareil, on a les choses, puis maintenant, il faut avoir un intérêt direct pour les gens, c'est-à-dire que le but, c'est de faire de l'analyse prédictive de santé, c'est-à-dire voir les micro-mouvements, les micro-changements de santé pour anticiper les soins à l'arbre pour qu'il vive plus longtemps. Alors, je ne parle pas de la forêt ou du milieu totalement naturel où l'arbre n'a jamais eu besoin de nous, mais je parle d'un milieu où il y a une promiscuité entre l'arbonité et l'humanité. Je parle des villes où les arbres sont déracinés dans le sens ancrage par rapport à leur milieu naturel. Et du coup, ils sont plus sensibles, ils ont plus de problématiques. Avec toute la question du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va pouvoir donner beaucoup plus de réponses et documenter les choses et trouver des solutions aux défis du futur. Si les arbres peuvent communiquer entre eux, est-ce qu'on peut communiquer avec les arbres ? Bien sûr. Comment ? Vous allez devant, vous leur parler. Tout simplement ? Oui. Après, est-ce qu'ils vous écoutent ? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Je peux pas vous... Mais vous pouvez communiquer avec l'arbre. Alors pour la petite anecdote, j'ai une étoile de Noël qui est là depuis des années et des années. Effectivement, elle s'appelle Gisèle et je lui parle régulièrement. Et vous parliez avant de la santé. Effectivement, en l'observant chaque jour, moi je vois mon étoile de... c'est un vrai nom scientifique, mais moi j'appelle ça étoile de Noël parce que c'est comme ça que c'est logoté dans les magasins avant Noël. Et moi je lui parle tous les jours quand je lui donne à boire, tout ça. Et je vois effectivement si elle va bien ou moins bien. Elle est sensible à la musique, à plein de choses. Et il y a un véritable effet. Ouais. Oui. Et à un moment donné, l'arbre... Voilà, ou le végétal, ou le poinsettia, comme vous dites. Il n'y a pas de barrière, on ne sait pas comment ils communiquent, dans quel langage, etc. On n'a pas encore découvert le langage des arbres. On a découvert qu'il y en avait un, qui avait des preuves scientifiques qui le démontraient. Mais c'est la même chose que la grande question du moment, c'est est-ce que l'arbre a une intelligence ? Et si oui, où est son cerveau ? Ah oui. Vaste question, hein ? Si elle a la faculté de se défendre, c'est qu'il y a déjà un instinct, une forme d'instinct en tout cas de survie et de prolifération. Donc probablement une intelligence qui est placée là où elle doit être placée. Voilà. Et vous parliez des forêts. Dans les forêts, les arbres poussent en effet de manière sauvage, entre guillemets. Donc ils n'ont pas besoin de l'homme pour être là. Mais par contre, il y a quand même une certaine... c'est quoi le sauvage ? Est-ce que c'est la forêt qui pousse librement ? Non, ou est-ce que c'est quand l'homme vient, qui dérange le côté sauvage et du coup on dit que c'est sauvage ? Justement. Mais il faut temporiser les choses. C'est quelque chose qui est... Il faut mettre les choses en relation. Hein. Je vous rappelle que les arbres, ils étaient sur Terre 350 millions d'années avant nous. Hein. Justement, et ils n'avaient pas besoin de nous. Non. Mais pourtant, il y a un certain ordre dans les forêts qui font qu'il n'y a pas... Ils sont pas les uns sur les autres. Il y a toujours de la place pour circuler entre eux, malgré que ce soit pas manufacturé. Donc quand on parle, je voulais juste rebondir sur l'intelligence ou en tout cas la manière de fonctionner, ils vont jamais s'entrechoquer ou faire en sorte de pas fonctionner. Quand ils poussent, ils vont s'arrêter avant. Ils doivent donc sentir à un moment donné qu'ils sont proches de quelque chose d'autre pour s'arrêter. Ils sont respectueux les uns des autres, voilà. En tout cas. Ouais. En fait, c'est la question que je ne voulais pas vous poser, ce genre de questions-là. Ah, je vais être obligé de vous confier quelque chose.
Ok. En fait, alors, pour répondre à votre question, oui, ça s'appelle l'intimité des arbres. Ok. Donc du coup, effectivement, les branches se touchent rarement. Et s'ils ont la possibilité de croître sans se toucher, ils le font. D'ailleurs, si vous regardez une forêt qui est très claire dessous, mais où il y a une grande canopée, vous verrez des lignes, vous voyez le ciel entre les couronnes des arbres. Oui. Donc oui, ils s'organisent. Ce que je voulais dire avant, c'est que c'est ce genre de questions auxquelles j'ai essayé à répondre, parce que depuis très longtemps, je fais chaque fois le lien entre ce que je vois avec les arbres, ce que j'apprends des arbres, et la vie de tous les jours, la société, civilisation, etc. Et c'est édifiant le nombre d'enseignements qu'on a à apprendre. Des fois, on va pas du tout dans le bon sens, des fois, on va dans le bon sens, ou dans leur sens. C'est le bon ou le mauvais, mais enfin, ils sont là depuis plus longtemps. Donc voilà. Et en fait j'ai toujours voulu écrire ça, j'ai pris des notes et autres. Et en fait, j'ai finalisé cet été ce livre-là, qui s'appelle L'arbre modèle de civilisation, et qui exprime justement tous ces corrélations qu'il y a entre la civilisation humaine et la civilisation arbre, ce qui nous différencie, et aussi les enseignements qu'on peut prendre sur le plan du fonctionnement d'une société. Et du coup, voilà, on en reste là parce que je ne vais pas spoiler le livre, et mon éditeur va me taper sur les doigts déjà maintenant. Mais oui, c'est exactement ce genre de choses-là qu'il faut mettre en lien. Excellent. Bon, bah alors finalement, c'était plutôt une bonne question. Exactement. Vous avez, Stéphane Krebs, un arbre préféré? Alors mon arbre, d'après le calendrier celte, c'est le frêne. Ah. Et puis après, moi, j'aime tous les arbres. J'aime tous les arbres, du petit au plus grand, du jeune au plus vieux. Je dois dire que j'ai un petit côté qui apprécie les vieux arbres. Oui. Mais les vieux arbres, chez eux, dans la nature. Qui imposent le respect. Ouais, puis des fois, ils sont pas très ni grands, ni beaux, mais on sait qu'ils sont vieux, on sait qu'ils sont là. Ouais, quand on arrive à percevoir, en les voyant, leur vie, la difficulté, ce qu'ils ont duré, des pins de montagne, des mélèzes en montagne, des choses comme ça, c'est Pinus sembra les aroles, et ça, c'est quelque chose qui est fort, quoi. Comme plein à voir, à rendre visite. Bon, là, jusque-là, on a parlé donc de vos livres. On retrouvera bien sûr les liens vers tous les livres que vous avez écrits dans la description de cet épisode. On va venir un petit peu maintenant sur votre métier de paysagiste quand même. Pour vous, comment est-ce que vous concevez un jardin ? C'est une œuvre d'art ? C'est une science ? C'est une collaboration avec la nature ? Comment vous avez envie d'amener le jardin chez les gens ? Il y a plusieurs facettes à votre question. La première, c'est comment je perçoit le jardin. Alors la tendance, c'est de dire le jardin, c'est la continuité de l'extérieur, parce qu'on est en réchauffement climatique, et puis qu'il fait de plus en plus beau et chaud, donc on a de plus en plus envie d'être à l'extérieur. Mais même à l'échelle d'une génération, de la mienne professionnelle, à l'époque, on mettait la terrasse côté sud, bien ensoleillée, parce qu'on voulait profiter du soleil dès qu'il arrivait, dès qu'il faisait un peu chaud, il fallait qu'on puisse être dehors. Et puis maintenant, la tendance, c'est on en fait une effectivement comme ça pour le printemps et l'automne. Mais la terrasse d'été, il y en a aussi une deuxième qui est du côté frais. Donc les choses évoluent par rapport aux besoins et aux attentes du moment, comme je l'expliquais au départ. Et en fait, faire un jardin, c'est un peu comme le travail d'un peintre. Vous avez une ribambelle de couleurs, de teintes, de formes, vous pouvez dessiner. C'est totalement libre. Donc vous avez vos éléments du jardin, et en fait, ce qui va faire que vous allez les assembler, les harmoniser d'une certaine manière, en fait, c'est la personne qui va vivre dedans. Alors vous pourriez dire, je fais ce que j'aime bien faire, bien sûr. Mais à la fin, c'est pas moi que ça doit plaire. C'est à la personne qui va en profiter. C'est au client, c'est au locataire, c'est au propriétaire, c'est à la famille qui va en jouir. Ça doit être fait pour eux. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne le client. Il faut qu'on a des fois quelques questions, enfin, souvent des questions à lui poser, peuvent d'un premier abord, peut-être qu'ils se disent mais pourquoi ils me posent cette question ? Alors on leur explique le fonctionnement.
avec des exemples, etc. Alors l'exemple que je prends régulièrement, vous me posez la question d'avoir une piscine, mais vous êtes sûr que c'est une piscine que vous voulez? Parce que la piscine, pendant 3 mois, vous allez l'utiliser par année, peut-être 4, puis le reste de l'année, ça va être une verrue dans votre jardin. Est-ce que c'est vraiment une piscine que vous voulez ou c'est plutôt un jacuzzi, un étang ou autre par rapport aux besoins? C'est quoi qui vous stimule? C'est quoi? Et de fil en aiguille, c'est pas toujours une piscine qu'on réalise. Des fois, c'est une piscine bassin qui a un design peut-être hors de l'eau, d'une forme particulière qui permet de faire que ce soit beau toute l'année. Et pas seulement les 3 mois où on nage dedans. Mais on peut quand même nager dedans avec toute la propreté de l'eau nécessaire, avec des moyens écologiques. Donc, c'est ça qu'on doit essayer de bien capter. Et des fois, c'est vrai que la famille ou le propriétaire qui dit « je veux ça », en discutant avec lui, en lui apportant tous les éléments de réflexion, finalement, il change un peu d'avis. En tout cas, ça permet au final que quand le jardin est fini, il lui plaise et puis il dit « voilà, j'ai réussi mon jardin, je suis content ». Et c'est ça. Donc en fait, il y a une phase aussi d'écoute et de partage et de compréhension de la personne qui nous mandate. Et ça, c'est passionnant à faire. Et c'est chouette parce qu'il arrive avec des besoins et puis qui finalement sont peut-être erronés, que vous allez par vos conseils arriver à corriger pour qu'il soit finalement beaucoup plus content à la fin. Alors, nous, on corrige et on décide rien. Simplement, on donne toutes les possibilités, les avantages, les inconvénients qui ne sont pas forcément connus du client. C'est ça. Et du coup, ça lui permet de prendre une décision en connaissance de cause. Et s'il veut une piscine comme ça, c'est comme ça. S'il veut un bassin, c'est ça. Mais au moins, il sera fait la réflexion, on lui aura procuré tous les éléments pour sa décision. Et ça, pour moi, c'est important. Et puis après, là, on parle d'un élément piscine, mais après, il y a les lignes du jardin, il y a les escaliers, il y a la terrasse, il y a l'environnement, il y a la biodiversité, il y a l'auto-approvisionnement. C'est immense, notre métier. Immense. Biodiversité, on vous demande de plus en plus des choses un peu plus écologiques, peut-être qu'à une époque, ou peut-être qu'on voulait plus de dalles à une époque, et aujourd'hui on veut plus de verre, plus d'un côté plus écolo. Alors, il y a plusieurs types de réflexions. Il y a le jardin qui est établi. Nous, spontanément, on propose, par exemple, de laisser les branches sur place et de les mettre en palis, c'est-à-dire une sorte de palissade, mais large. On peut stocker les branches et ça permet à la faune de s'approprier. Et puis, il y a des aménagements depuis le départ. On nous dit, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est un jardin, ma terrasse, forcément, parce que je tiens, mais j'aimerais quelque chose qui soit avec beaucoup de nature à côté. Alors, on profite de faire un muret-siège en pierre sèche, comme ça, il y a les lézards qui peuvent se mettre dedans. Dans le muret, on peut s'asseoir pour prendre l'apéro dès les premiers rayons du soleil au printemps. La terrasse perméable, où l'eau va pas dans une grille, mais s'infiltre gentiment. Le gazon, qui est l'extension de la terrasse, c'est plus un gazon, mais c'est un gazon fleuri. Mm-hmm. Et puis, plus on s'éloigne de la maison et de la terrasse, et plus on a un jardin un peu plus naturel. On finit avec quelques arbres pour constituer un verger. On a un biotope, on a des choses beaucoup plus naturelles, une haie vive, et des niches à insectes qui permettent vraiment aux insectes de s'approprier tout ça. C'est important que tout le monde cohabite sur la terrasse, aussi bien les locataires, les propriétaires, enfin les humains, que la végétation et les insectes. Oui, vous imaginez une terrasse stérile. Effectivement. Alors, ça peut être, mais vous êtes tout perdu au milieu. Tandis que quand vous êtes votre terrasse, vous voyez le petit lézard, vous voyez l'abeille, vous voyez le papillon, les choses, vous voyez qu'il y a de la vie autour de vous. Ça vous fait du bien. Hein? Mm-hmm. Oui, c'est sûr. J'ai eu la visite d'un hérisson sur ma terrasse cet été. J'étais toute contente. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir cohabiter avec la nature. Ouais, ça vit effectivement et ça doit continuer de vivre avec nous, autour de nous. On entend souvent, j'ai pas envie d'avoir des insectes, je mets des pièges pour éviter ceci, pour éviter cela, mais ils font partie intégrante de la vie et de la terrasse également. Hein, donc voilà. Oui, puis alors après il y a des nuisibles, hein, oui, s'il y a des guêpes et tout, il faut faire la part des choses et puis à un moment donné, il faut s'occuper du nid. Voilà, il faut aussi pas que ce soit qu'on est encore sur la terrasse, quoi, qu'on puisse encore en profiter. En profiter, exactement. Et puis, je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on a des niches écologiques, qu'on a la nature autour, qu'on n'est pas dans un jardin strict et rigoureux. Le design est différent, on parle d'autre chose. Très souvent, on dit mais j'ai un jardin écologique, donc il y a tout qui pousse, on fait rien.
Non, on peut avoir un jardin structuré, très bien calibré au cours d'eau et tout, avec des niches écologiques intégrées, design. Et ça, c'est notre job, c'est notre défi de pouvoir les intégrer dans un design qui est, a priori, on se dit, mais il n'y a pas de... C'est très strict et très rigoureux, mais il y a quand même de la nature, et puis il y en a vraiment des fois beaucoup. Hein. Mm-hmm. On a parlé de la transmission en début de podcast avec vous, Stéphane Krebs, la transmission à votre fils de la prochaine génération des paysagistes Krebs. Vous écrivez également, il y a un message que vous aimeriez faire passer aux gens qui vous lisent, aux gens qui viennent vous voir ici chez Krebs Paysagiste à Blonay. Il y a un message que vous aimeriez transmettre? Le message, c'est de réapprendre les savoirs anciens. Pour les raisons que j'expliquais avant, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Il faut 3 générations pour bien savoir. À la fin de la dernière guerre, les enfants sont partis à la ville. 3 générations plus tard, le savoir des grands-parents, on ne le sait plus. À l'époque, ici dans la région, chaque famille, au début du siècle passé, avait une vigne, des vaches, un cheval, un potager, des cultures fourragères, un peu de forêt, et puis ils vivaient quasiment en autarcie. Ils avaient chacun leurs propres ressources. Maintenant, il n'y a plus. Et ce savoir, il est parti. Et du coup, c'est important de se les réapproprier, d'aller écouter les anciens. Et ces valeurs-là, il faut les apprendre et il faut les appliquer à notre vie actuelle. Parce qu'on ne vit pas la même chose comme il y a 100 ans en arrière. Par contre, les fondamentaux de la nature restent. La valeur d'un jardin, c'est son sol, c'est la qualité de sa terre, c'est sa fertilité. Et ça passera à travers tous les styles de jardin et toutes les générations. Parce que si vous n'avez pas la fertilité de votre sol, vous n'avez pas de jardin. Dans un jardin où le sol a été reconstitué artificiellement, la végétation ne pousse pas la même chose. Et si vous pouviez parler à l'enfant que vous étiez, celui qui découvrait la nature, qu'est-ce que vous lui diriez avec l'expérience et le savoir que vous avez aujourd'hui? Eh bien, je lui dirais rien. Parce que le fait de le découvrir, c'est magique. Et si on dit toutes les choses, si j'avais su tout ce que j'ai découvert, j'aurais pas été qui je suis, j'aurais pas vécu les expériences que j'ai vécues, etc. Et puis de l'autre côté, vous me direz, tout ce que je sais, je le transmets. Et puis les générations suivantes, elles découvriront d'autres choses. Mm-hmm. Mais si moi je devais parler au petit garçon, je lui expliquerais pas tout. Faut garder la part de découverte, c'est important. Vous voyagez d'ailleurs beaucoup pour aller aussi à la découverte des arbres d'autres pays, d'autres climats que le nôtre. Entre autres, oui. Ouais, c'est un défi actuellement de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse juste maintenant pour qu'on ait des arbres dans 100 ans. Mm-hmm. Des vrais arbres, des grands arbres. Mm-hmm. Et du coup, il y en a beaucoup à s'inspirer des pays du Sud. Ok. Alors, il faut aller chercher l'inspiration, de voir comment ça se passe, les réserves d'eau aussi pour les jardins. On a beaucoup de choses. On a encore trop d'eau chez nous. Pour vraiment se poser la question, on installe des citernes de réserves d'eau, on a des techniques pour économiser l'eau. Mais quand ça devient vraiment un manque, ça devient vraiment vital. Et du coup, on n'en est pas encore là. Alors, en Suisse, manifestement, on aura toujours relativement beaucoup d'eau, mais ça n'empêche pas qu'une fois ou l'autre, on va quand même l'économiser. D'ailleurs, il y a des restrictions d'eau assez fréquemment en été, et du coup, il faut anticiper ça. Et les anciennes générations, j'étais dernièrement à Pompéi, et à Pompéi, donc il y a 2000 ans, vous observez les arrosages les arrosages automatiques. Automatiques, pas dans le sens électrique, mais dans le sens des gouttes à gouttes, des tuyaux percés avec des systèmes hydrauliques où l'arrosage des plantes se faisait automatiquement l'homme, il ouvrait simplement le robinet. Ok. Et du coup, ça se diffusait, ça allait dans les pots, dans les trucs, ça faisait les jets d'eau. Et ça a déjà été inventé. Et vous voyez les vestiges de ça, c'est impressionnant. Donc finalement, il y a aussi beaucoup à apprendre des anciennes civilisations. Tout comme on a à apprendre des arbres qui sont là depuis très longtemps. Voilà. Et dont on ne connaît pas encore tout, heureusement.
C'était passionnant, merci beaucoup Stéphane Krebs. On va mettre bien sûr dans la description du podcast tous les liens, comme je l'ai dit déjà, de vos livres, également de votre site internet, pour faire appel à vos services aussi, pour s'occuper des jardins, des arbres qui peuvent être autour de nous, dans nos habitations ou dans des parts de pâturage par exemple, qui nous appartiendraient. Puis on se réjouit de lire votre prochain livre, effectivement. Oui. Écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Merci en tout cas à vous pour votre intérêt pour les arbres, les jardins et la nature. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.